Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Planétarium Mutuaire. Encore une fois, ça fait très plaisir de voir cet amphithéâtre aussi plein pour accueillir des conférenciers de qualité. Je vais vous introduire un petit peu notre conférencière de ce soir. Donc Emmanuel Galichet, qui est docteur en physique nucléaire depuis plus de 20 ans et qui occupe un poste de maître de conférence au CNAM en sciences et technologies nucléaires depuis 1999. C'est une experte reconnue dans l'industrie nucléaire en France, où elle intervient particulièrement sur la politique industrielle nucléaire et les compétences associées en vulgarisation scientifique auprès des médias et du public, comme ici et maintenant. Et elle a été récemment nommée par la Première ministre chevalière de l'Ordre national du mérite. Et enfin, elle a été élue en octobre présidente de WIN France. Donc WIN, c'est l'association Women in Nuclear, avec qui l'UDIVER est associé depuis de nombreuses années pour ces conférences. Oui, je vous laisse la parole. Oui. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, je me présente, donc je m'appelle Kelly. Je vais parler au nom de WIN, donc l'association WIN qui veut dire Women in Nuclear. Donc là, ce soir, Emmanuel Galichet nous a fait le plaisir d'être présente et d'avoir fait quelques kilomètres depuis Paris pour nous présenter le rôle de l'énergie nucléaire dans le cadre de la transition énergétique. Donc je vous remercie à tous, vous êtes très nombreux, ça fait plaisir. Je sais. Tu peux donner. Alors, si je donne quelques mots sur WIN, donc l'association WIN a pour rôle de promouvoir les femmes dans le nucléaire et de mettre en avant le rôle de ces femmes dans l'énergie en règle générale, c'est ça. Donc je vais laisser la main à Emmanuel. Avant ça, je tiens à vous préciser que cette conférence va être enregistrée et toutes nos conférences sont disponibles sur la chaîne YouTube si vous le souhaitez, si vous souhaitez les visionner. Et on a organisé aussi après cette conférence un pot de l'amitié. Donc on vous invite à nous rejoindre juste après pour échanger. Merci. J'ai oublié une chose importante. Je tiens à remercier aussi l'UDIVER de nous accueillir. Voilà, c'est un plaisir d'être présent donc, dans votre univers, la tête dans les étoiles. Je ne sais plus ce que je vais dire. Voilà, merci beaucoup. Merci pour l'aide. Avec plaisir. Je suis pas du tout aux conférences. Merci à tous, bonne soirée. Madame Galichet, la parole est à vous. Je disais en introduction tout à l'heure, merci surtout à WIN de m'avoir invité le 8 mars. Et donc, une journée telle que le 8 mars, je ne m'occupe pas de mes enfants. Je n'ai même pas à savoir ce que je vais manger et préparer ce soir, parce que je suis même invitée au restaurant. Donc, merci de me permettre de faire mon travail sans avoir aucune charge mentale. Pour la journée de la femme, j'en demandais pas mieux. Donc, ce soir, je vais vous parler de l'énergie, en priorité de l'énergie nucléaire. Mais avant toute chose, il faut que je prenne le petit stylet pour pouvoir passer les petites slides. Je vais voir avec vous qu'est-ce que c'est qu'une transition énergétique, quelles sont les politiques qu'on peut y associer, etc. Donc en fait, vous allez voir, je suis un peu une enseignante, donc je suis cadrée chapitre 1, chapitre 2, etc. Mais ça me permet de suivre un peu un fil rouge. Je vais vous faire une petite introduction, quelques définitions, mais je pense qu'en Normandie, vous êtes déjà bien acculturés aux définitions scientifiques et techniques à propos de l'énergie. Je vais regarder les politiques publiques de l'énergie et cette fameuse transition énergétique dont on nous parle depuis un certain nombre d'années maintenant. Et puis, on va attaquer le centre du sujet en regardant comment l'énergie nucléaire
peut avoir un rôle dans cette transition énergétique, quels sont les usages auxquels elle peut répondre, et puis on verra le futur, mais je vous laisserai un parfum de revenir. Le futur, ce sera pour une autre conférence, et puis je conclurai sur quelques résultats importants. Donc évidemment, les conclusions du rapport du GIEC, je pars là-dessus, j'estime qu'on est tous d'accord, qu'on partage ces conclusions sur des émissions de gaz à effet de serre qui augmentent dramatiquement et des températures au niveau de la planète qui augmentent également. Donc à partir de là, je vais regarder, bien sûr, le GIEC montre une corrélation entre usage de l'énergie et les gaz à effet de serre et leur augmentation. Donc juste quelques petites définitions, simplement pour bien poser le problème. Nous avons plusieurs sources d'énergie primaire à notre disposition qui sont soit renouvelables, soit non renouvelables. On appelle les renouvelables de flux et les non renouvelables de stock. L'uranium, donc l'énergie nucléaire qui sort de la fission, on le verra, est une énergie non renouvelable, ce qui ne veut pas dire qu'il faut la mettre à la poubelle. Ensuite, on peut aussi classer les énergies en tant que sources bas carbone et sources fossiles. Et dans ces cas-là, vous voyez que les cercles ne sont plus les mêmes. Vous avez trois grandes sources d'énergie primaire fossiles et évidemment, l'uranium se retrouve dans les énergies bas carbone puisque ce qu'on appelle des énergies fossiles, ce sont bien des énergies qui sont des hydrocarbures, de l'hydrogène et du carbone. Et donc, quand on fait une combustion, on a tous appris ça au collège, C plus O2 donne CO2. C'est bien le CO2 extrait lorsque l'on fait qui est émis lorsqu'on fait une combustion. L'uranium, évidemment, n'est pas une énergie fossile. Je l'ai encore vu dans les livres de mes enfants en 5e en disant que l'uranium est une énergie fossile. Et bien sûr, ils me disent « Non, maman, il ne faut pas le dire à la prof, parce qu'après, je vais me faire gronder. » Donc, on ne peut rien dire, mais vous voyez que là, déjà, il y a des petits soucis. On en parlera sur les politiques de l'éducation. Je parle ensuite, évidemment, on va un peu plus loin, il y a les sources qu'on appelle bas carbone intermittentes, et c'est donc bien le soleil et le vent qui sont les seules énergies intermittentes. Voilà, j'ai posé le problème, ce sont des définitions, on peut changer de définition, mais en tout cas aujourd'hui, elles sont à peu près, elles sont dans le commun des mortels, étant comme, entre guillemets, des vérités, des hypothèses scientifiques avérées. L'électricité, juste pour... et puis la chaleur, parce que depuis quelques mois, c'est tout nouveau pour l'énergie nucléaire. C'est pas du tout nouveau, non, évidemment, mais dans le débat public, le fait d'adresser l'usage de la chaleur, vous allez voir, c'est assez nouveau. Donc je l'ai rajouté hier, les petites flèches vers la chaleur, simplement pour vous expliquer, mais ça aussi c'est très pédagogique, je pense que là-dessus tout le monde connaît tout. L'électricité, son mode de production principal, c'est évidemment de chauffer de l'eau. Pour avoir de la chaleur, on chauffe de l'eau également, donc ça c'est pas très difficile. Et pour chauffer de l'eau, eh bien, vous avez plusieurs possibilités, les réactions nucléaires en sont une. Vous avez d'autres manières de faire de l'énergie électrique et de la chaleur. L'éolien peuvent évidemment ne faire que de l'électricité, puisque vous avez de l'énergie du vent qui entraîne la rotation d'un alternateur, l'énergie hydraulique également. Par contre, le PV, le photovoltaïque, est un autre moyen de faire de l'électricité et de la chaleur. C'est avec l'énergie nucléaire, juste pour vous dire que quelque part, le PV c'est aussi de la physique nucléaire, quelque part, parce que c'est l'effet photoélectrique, mais je ne rentrerai pas plus dans les détails, si vous voulez, on pourra en parler après. Simplement pour vous montrer combien coûte la facture énergétique en France aujourd'hui. Vous voyez qu'elle est absolument volatile. Il faut regarder le total en pointillé rouge et vous voyez que c'est assez volatile de plus en plus dans les dernières années. Et vous voyez qu'en jaune, vous avez l'électricité et cette facture-là est bien moins importante évidemment que les hydrocarbures. Donc, quelques arguments en défaveur des énergies fossiles.
on met en avant toujours le CO2, les gaz à effet de serre, mais il y a bien d'autres arguments contre les fossiles, des pollutions diverses, des particules fines. Alors ici en Normandie, vous êtes un peu à l'abri, mais nous à Paris par exemple, les particules fines, ça nous concerne très fortement avec un air extrêmement pollué. Les marées noires, ça vous concerne aussi parfois, voilà. Donc tout ça, ce sont les hydrocarbures. Vous avez également des dépendances énergétiques fortes et une géopolitique très forte sur les hydrocarbures. On ne peut pas se mettre à dos certains pays qui justement sont nos amis fournisseurs, quoi. Et donc on l'a vu dernièrement, hein, on l'a vu dans les années 70 évidemment avec les chocs pétroliers, on l'a vu dernièrement avec la Russie et le gaz. Nous avons évidemment l'autre point clé qui sont des ressources limitées à long terme sur l'échelle humaine. Évidemment, les hydrocarbures ne se renouvellent pas et donc il y a bien un moment où il faudra de toute façon penser à changer parce qu'ils n'auront plus de ressources dans la croûte terrestre. Et enfin, le dernier point, c'est la variabilité et l'importance des coûts. Vous le savez, vous l'avez vu dans le slide d'avant, on le sait aussi que dans un prix de l'électricité, quand c'est fait avec du gaz, c'est à peu près 60% du prix du kilowattheure. L'énergie nucléaire, c'est moins de 10%, c'est presque 5%. Donc on est évidemment aussi sur des problématiques économiques. Donc tous ces arguments, et pas seulement les effets, l'émission de CO2 et de gaz à effet de serre, sont bien là pour nous dire qu'il faut changer nos énergies primaires. Alors peut-être que vous avez entendu aussi dans le débat public en ce moment, oui, mais transition énergétique, et on n'en a jamais fait dans le passé. Vous avez sûrement entendu ceux qui suivent un peu les débats sur la place publique en disant que non, on accumule les énergies, mais on ne fait pas de transition énergétique. Eh bien si, nous l'avons faite. Je vous rappelle, nous avons changé des énergies fossiles par de l'énergie nucléaire. Et c'est bien ça, tout l'enjeu, évidemment, que nous avons aujourd'hui pour la suite du futur de la Terre et des êtres humains sur la Terre. Alors juste pour vous rappeler comment on compte les émissions de gaz à effet de serre, parce que je vais me focaliser sur les gaz à effet de serre, le CO2 en priorité. Et donc, vous le savez, hein, on fait ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie. Donc, du berceau à la tombe, vous allez prendre tous les produits, tous les services dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne ou de manière industrielle. Et puis, vous avez à faire ce qu'on appelle une ACV. Ensuite, vous prenez chaque personne, vous sommez tout ce qu'il consomme comme produits et services dans sa vie quotidienne. Et enfin, vous allez donc avoir ce qu'on appelle l'empreinte carbone pour chaque personne. Évidemment, quand on est la France et qu'on regarde sur notre belle planète, vous avez des émissions de gaz à effet de serre qui sont faites parce qu'on habite en France et qu'on consomme en France, mais vous avez évidemment les importations qui sont importantes et qu'il faut prendre puisque depuis quelques 20, 30, 40 ans, on désindustrialise totalement la France et donc on s'est dit allons produire dans des pays qui ne regardent pas trop ces choses-là, ces pollutions, et donc on sera tranquille. Ben non, manque de peau, il faut aussi les comptabiliser, et donc du coup, vous vous retrouvez avec ce panel d'empreinte carbone au niveau mondial et au niveau français, il faut qu'on diminue. Hein, c'est clair, 10 tonnes aujourd'hui, un peu moins, suivant qu'on est en Covid, en télétravail, peut-être que les Parisiens auront moins d'empreinte carbone quand les JO, parce qu'on sera tous en télétravail, des choses comme ça. Mais en tout cas, en gros, en moyenne, par an, c'est 10 tonnes, et il faut aller à 2 tonnes. Et je vous invite, peut-être vous l'avez déjà fait, j'ai fait sur le site de l'ADEME, vous avez une petite application où vous pouvez calculer votre empreinte carbone. Eh bien, c'est chaud quand même. Hein. C'est très très chaud parce que, moi, parisienne, j'ai pas de voiture, je me déplace pas en avion, je mange une fois par mois de la viande, enfin bon bref, je vais pas tout vous dire sur ma vie, mais en tout cas, il me semblait que j'étais bien, quoi. Ben non, je suis à 6 tonnes. Donc, descendre à 2 tonnes, je peux vous dire que individuellement, ça va pas être facile. Donc, il y a besoin, c'est ce je vais vous montrer après, d'avoir des politiques publiques, un État et une puissance publique assez importante avec des vraies visions et des vraies organisations industrielles et sociétales.
Sur l'autre panel, vous avez le monde. Bon, bah voilà, c'est dit, hein, on devrait être tous à 2 tonnes, sauf l'Afrique qui, elle, aurait besoin quand même de pouvoir aller à 2 tonnes. Tous les autres doivent diminuer. Donc, l'enjeu aujourd'hui, l'énergie, c'est évidemment l'enjeu du XXIe siècle. Moi, je le représente avec 4 piliers qui sont fondamentaux et qui ne peuvent pas être trop déstabilisés. Évidemment, le premier, c'est l'enjeu économique. Il faut, on le sait très bien, d'ailleurs la puissance publique le sait depuis de très nombreuses années, si vous voulez avoir un pays qui va bien, qui est en bonne santé économiquement, eh bien il faut avoir une énergie pas chère, abondante, etc., etc. Le bas carbone, c'est nouveau. Le deuxième pilier, c'est l'enjeu écologique. Il est très actuel, bien que, vous le verrez, je ne sais plus si j'ai mis le slide, mais finalement, on en parle quand même depuis 1972, hein, de la partie enjeu écologique, mais ça fait que quelques années quand même que c'est pris en compte. Donc, il va falloir réduire drastiquement la consommation de nos énergies fossiles. Ensuite, un enjeu politique. Alors ça, des fois, ça ne fait pas complètement consensus, mais je persiste et je signe. La place de la France, donc je parle pour la France, mais même pour n'importe quel autre pays, il y a des enjeux industriels qui vous permettent d'avoir une place sur l'échiquier international. L'énergie nucléaire nous a permis de faire ça grâce à notre recherche de haute qualité, hein, notre histoire de la recherche avec toute cette épopée de la radioactivité qui a été en Europe et qui a été très fortement en France et soutenue par les pouvoirs publics de manière extrêmement forte. Il y a aussi également, vous le verrez, enfin je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais la partie dissuasion nucléaire qui nous permet d'avoir aujourd'hui une place dans le club fermé des 5. Donc bien que nous soyons un petit pays de taille, une économie très très moyenne depuis quelques années, eh bien on reste quand même dans un club fermé grâce au choix d'avoir choisi l'énergie nucléaire il y a un certain nombre d'années. Et enfin, l'enjeu géopolitique, vous le savez, si vous voulez avoir une politique industrielle, vous devez faire une vraie stratégie et regarder quelles sont les matières premières et donc quels sont vos copains, hein, vos amis et vos ennemis finalement au niveau mondial. Et donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Le nucléaire répond à ces 4 enjeux. Je vais aller rapidement. Vous le savez, et on pourra en discuter, hein, mais moi je pense que l'énergie nucléaire répond à ces 4 enjeux en proposant une électricité prévisible et compétitive, en étant évidemment une des énergies bas carbone, mais pas que, en permettant de produire de la chaleur aussi. Vous allez voir que la chaleur aujourd'hui, elle est à 60% carbonée, donc il est important de la décarboner. Et puis, comme je vous le disais, la diplomatie nucléaire, la base de la dissuasion, ça nous permet d'avoir une place dans l'échiquier. Et enfin, le fait d'avoir la maîtrise de l'ensemble de la chaîne, c'est pas à vous que je vais le dire sur le territoire du combustible. La Normandie, là-dessus, évidemment, vous êtes largement plus compétent que moi pour imaginer que le combustible est absolument fondamental pour la filière nucléaire. D'ailleurs, vous aviez la visite d'un certain nombre de ministres hier qui vous ont rassuré sur la place de la Normandie dans le futur. On pourra en discuter. Je vois des gens qui se disent qu'ils ne sont pas tout à fait rassurés. Nous pourrons en discuter si vous le voulez. Alors, je voulais vite vous montrer la consommation mondiale en énergie. J'ai fait consommation énergie primaire, production électrique. La chaleur, c'est encore, comme c'est assez nouveau, c'est encore un peu difficile d'avoir des vrais chiffres dans pas mal de... Donc, je reste sur la production électrique, mais je dois avoir 2-3 chiffres quand même sur la chaleur. En gros, 80% au niveau mondial de l'énergie primaire qui est encore carbonée, et au niveau production électrique, c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas extraordinaire. Le nucléaire est la deuxième source d'électricité bas carbone après l'hydraulique au niveau mondial, au niveau électricité. Et le petit bémol, le petit point sur lequel je veux insister,
c'est bien qu'il faut qu'on arrête aussi de se regarder le nombril. Alors souvent à Paris, très focalisé sur Paris, donc faire du vélo pour aller au travail. Mais au dehors de la nation, évidemment, dans le monde, il y a encore 733 millions de personnes qui n'ont pas d'électricité. Et ça, ce n'est plus admissible en 2024. Je rappelle, et également, pouvoir faire de la cuisine sans être obligé d'aller chercher du bois, jour de la femme aujourd'hui, en Afrique, ce sont les femmes et les enfants qui vont chercher le bois, première source d'énergie primaire du continent, et donc elles ne peuvent pas aller ni étudier, les enfants, ni les femmes, et ni travailler correctement. Elles cherchent du bois pour faire à manger et se chauffer. Donc on est dans un monde avec des disparités entre des continents et des pays qui est absolument inadmissible. Et donc nous avons l'obligation, pour moi, la responsabilité de permettre aussi au monde sous-développé ou en voie de développement de pouvoir atteindre un niveau acceptable de vie. J'ai l'habitude de dire, et vous le verrez sûrement dans un de mes slides plus tard, nous sommes tous finalement en voie de développement, vous allez le voir après, et donc il ne faut pas être you-you, on a tout fini, on a tout réussi grâce à certaines énergies. Non, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Les hydrocarbures dans le monde, bon, vous regardez le bleu, le gris et le vert, catastrophique, il faut... quel que soit je dirais la matière première, entre le pétrole, le charbon et le gaz, c'est pareil quoi. Hein. Bon, bien sûr, le gaz est un peu moins émetteur de gaz à effet de serre, mais bon, ça reste quand même catastrophique. Le cas de la France maintenant, eh bien, on n'est quand même pas non plus extraordinaire. Vous avez en énergie primaire encore beaucoup, presque 60%, voilà à peu près d'énergie fossile consommée, et notre électricité par contre est effectivement presque totalement décarbonée grâce à l'énergie nucléaire, et nous faisons partie des pays qui ont atteint déjà les objectifs de l'accord de Paris sur l'électricité évidemment, mais vous voyez que ce n'est pas la totalité de ces 25% finalement de la consommation d'énergie. Donc, si vous regardez par secteur, vous voyez que donc les secteurs, l'industrie, les transports, le résidentiel, le tertiaire et l'agriculture, vous voyez que sur les énergies primaires, l'énergie finale, qu'on n'a pas primaire, pardon, mais l'énergie finale, eh bien, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est arrêter le pétrole dans les transports, pas seulement les voitures, mais dans les transports en général, diminuer le gaz dans l'industrie et dans le chauffage. Donc tout ça, il va falloir s'y atteler, quoi. Hein. C'est pas trivial au point de se dire qu'on a tout gagné. Et pour y arriver, évidemment, il faut des politiques publiques de l'énergie pour nous permettre de faire cette fameuse transition énergétique. Alors, je me suis amusée à faire ce slide, enfin amusée, c'était hyper intéressant d'essayer de mettre en place les idées. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui une politique énergétique réussie, et surtout, qu'est-ce que c'est qu'une politique énergétique qui regarde dans toutes les directions? Eh bien, pour moi, alors après, pareil, c'est à débattre, mais pour moi, il y a 3 piliers importants. Il y a le coût, il faut que votre énergie soit à un coût constant et le plus bas possible pour permettre de ne plus avoir cette précarité énergétique. Et donc là, j'ai essayé de voir au niveau mondial. Donc il y a des items, vous verrez, qui ne sont pas spécialement pour la France, mais en tout cas, quand on parle coût, il va falloir penser à nos exportations. Il va falloir penser au choix des énergies où on a des métiers à haute valeur ajoutée le plus possible pour pouvoir avoir après une économie de bonne qualité. Et puis, ça serait pas mal que ce soit des emplois qui soient non délocalisables. C'est le petit plus qui permet aussi d'avoir une santé pour le pays. La production doit être la plus durable possible, ça vous le savez. Donc, il y a plusieurs
caractéristiques à suivre. Et il faut qu'elles soient évidemment bas carbone. Il faut faire attention aux ressources naturelles, aux pollutions diverses, et également aux conditions de travail. Alors nous, en France, on est un peu à l'abri, mais dans une politique énergétique, par exemple en Chine, les conditions de travail doivent être regardées un petit peu plus précisément. Et puis, et donc tout ça, j'ai mis en mauve, alors c'est la couleur de la journée de la femme, c'était le petit... je me dis, il y a de la diplomatie nucléaire, de la diplomatie énergétique, et je me dis que peut-être que s'il y avait plus de femmes dans la diplomatie au niveau international, il y aurait peut-être moins de combats, peut-être moins de guerres, peut-être moins de compétition. Donc c'est mon petit côté qui fait sourire tout le monde pour la journée de la femme. Mais quand même, bon. Alors, le World Energy Council a essayé de réfléchir à justement ces politiques industrielles. Et elle a mis 3 critères. Je vais aller rapidement, c'est juste pour vous dire, nous sommes tous en voie de développement parce que finalement, on n'est pas les premiers au niveau mondial sur les critères de equity, je ne sais plus comment on dit en français, d'égalité entre les êtres humains, sur la durabilité environnementale, sur la sécurité énergétique, tous ces points qui sont finalement extrêmement importants pour les politiques énergétiques, voilà, la France en est 6e, donc on a encore des progrès si on veut devenir les leaders des politiques énergétiques. Je vous ai mis rapidement, mais on ne va pas les regarder toutes, mais la France, vous regardez, c'est pas... c'était 2022, il y avait la corrosion sous contrainte, mais je suis allée regarder 2021 et 2020, on n'est pas encore dans la sécurité énergétique. Bon. Mais après, vous voyez, il y a plein de paramètres derrière pour calculer cette sécurité énergétique. Peut-être qu'on ne rentre pas dans les grilles et qu'on rentre dans nos grilles à nous, mais en tout cas, ça nous permet quand même d'avoir les mêmes paramètres pour l'ensemble des pays et voir un petit peu que ne crions pas victoire trop vite, nous avons encore du travail à faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que peuvent faire les politiques publiques pour cette fameuse politique énergétique? On a 3, le gouvernement, l'Assemblée, le Sénat, etc. Les politiques régionales, vous avez 3 piliers importants qui sont dans leurs mains pour essayer d'être le plus efficace possible, la réglementation, l'information et l'incitation. Tous ces 3 piliers sont extrêmement importants et aujourd'hui, je dirais, on pourra en discuter, en débattre, il y a certains des piliers qui ne sont pas très très bien suivis par nos politiques françaises. Alors, la mise en œuvre, évidemment, il faut qu'on s'assure à tout moment que nous avons des ressources clés, les finances et les compétences, donc ce qu'on appelle les ressources humaines. J'aime pas bien ce mot, j'aime mieux les richesses humaines, mais après on dit ouais, ça fait trop marketing. Mais bon, en gros, les hommes et les femmes françaises qui travaillent, c'est important et vous allez le voir, je vais appuyer très fortement, c'est ce qui nous manque pour l'énergie nucléaire. Et puis, quelque chose aussi qui n'est pas fait du tout correctement, à mon avis, mais après, toujours pareil, c'est la veille technologique, c'est-à-dire que les politiques publiques soient toujours regardées dans l'amélioration continue de l'amélioration des technologies et de la science et des résultats scientifiques et techniques. Ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est un peu laissé de côté. Et donc, à un moment donné, on fait des choix, puis après, on se retrouve « Ah, zut, la maturité technologique, elle n'y est pas. Mais moi, je croyais qu'elle allait le faire. Mais en fait, je n'avais pas demandé aux bons experts. Ah, zut, je ne peux pas stocker mon énergie. Alors, comment je fais ?» Vous voyez ? Et ça m'embête un petit peu parce que la veille technologique, on sait que nous, quand on fait de la recherche, c'est la première chose qui est dans une stratégie de recherche, ce qu'on appelle la démarche scientifique. C'est une des premières choses qu'on regarde, c'est la veille technologique, où on en est avec nos objectifs de technologie et de science. Donc, la transition énergétique, moi, je prends comme définition que c'est évidemment de se passer des hydrocarbures. Donc, c'est bien de passer à des énergies bas carbone. Elles sont toutes ici représentées, le vent, le soleil, le bois. Bon, je la mets entre parenthèses un petit peu, parce que le bois, vous le savez, les particules fines, c'est pas génial. Le nucléaire, l'eau et la géothermie qui, à mon avis, n'est pas assez regardée en France.
mais il est probable qu'elle le sera dans le futur. Enfin, en tout cas, vu ce qu'on aura besoin comme énergie, on ne sera pas trop d'avoir l'ensemble de toutes ces énergies bas carbone. En électricité, évidemment, je vous les ai montrées là. Et donc, il faut se poser les questions, quels sont nos besoins ? Je vous recommande des rapports de l'Académie des technologies, notamment sur justement les usages, les vecteurs, etc. C'est très intéressant. Et en fait, nos besoins, quels sont-ils? Si vous regardez vraiment, vous avez la mobilité, la chaleur, l'électricité. Point. Avec ça, vous arrivez à tout faire. Et quand vous regardez qui fait quoi comme énergie primaire, eh bien, vous n'en avez pas beaucoup qui sont multi-usages en fait. Hein. Et le nucléaire, sont les pointillés violets, permettent de répondre à l'ensemble des besoins d'une société. Pas que, hein, évidemment, comme vous le savez, d'autres peuvent y répondre aussi, mais en tout cas, on ne fait pas d'équation énergétique sans l'énergie nucléaire. Voilà, la neutralité carbone, c'est ce qu'on doit atteindre, vous le savez, on sait, voilà, c'est 2050, le NZE, net zéro, voilà, et bien, il faut qu'on arrive à avoir nos émissions de gaz à effet de serre qui soient exactement équivalentes, ou à peu près, hein, on n'est pas à quelques pourcents près, mais soient équivalentes à l'absorption, donc les puits de carbone, les fameux puits de carbone, qui ne sont pas si faciles, hein, puisque quand vous coupez les arbres, quand on fait de la déforestation, eh ben, on coupe aussi des puits de carbone, et donc du coup, l'équation va être de plus en plus difficile. Donc, de levier, évidemment, on va réduire la consommation d'énergie, on doit la réduire. Vous allez le voir sur les piliers de la politique énergétique française, sobriété, efficacité, j'en parle juste après. Et puis, il faut construire un mix énergétique qui soit le plus diversifié possible et le plus bas carbone possible. Donc, comment on fait pour résoudre cette équation ? Il y a des observables qui sont assez faciles à mettre en œuvre, d'autres qui le sont beaucoup moins. L'efficacité énergétique, ça on a essayé toujours d'en faire. Aujourd'hui, on a du mal à en faire, notamment, vous savez, sur l'amélioration de l'habitat, du bâti. C'est là où il y a énormément de choses à faire. Pour l'instant, il ne semble pas que les politiques publiques aillent dans ce sens-là. Mais en tout cas, améliorer l'existence, et c'est là-dedans que je parle, que je classe le bâti, ça sera intéressant quand même de le faire. Ensuite, changer les procédés, ça veut dire aussi qu'il faut continuer à avoir une politique de recherche extrêmement agressive, et ce n'est pas encore ce qui est en train d'être fait, hein, 10 milliards d'euros en moins sur le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous imaginez ce que ça peut donner dans des politiques de recherche. Bon, vous voyez que voilà, c'est un peu poussif hein, sur les politiques énergétiques, mais bon, il y a sûrement des endroits où peut-être dans 10 ans, 15, 20 ans, il y aurait des changements de procédés intéressants. Augmenter les rendements, c'est pareil, c'est de la recherche et développement, un peu moins peut-être que changer de procédé évidemment, mais il faut quand même avoir des sous pour faire ça. L'électrification pour défossiliser les usages, ça on l'a vu, c'est l'électrification à outrance. C'est pas facile non plus, hein, vous n'allez pas demander à n'importe quel industriel de changer ses fours. Par exemple, j'étais il y a un mois en Bourgogne-Franche-Comté chez vos collègues de Framatome. Oui, leurs fours ils sont au gaz quoi. Et ils coulent de l'acier, ils fondent de l'acier avec des fours à gaz. Et quand ils ont mis des centaines de milliers d'euros dans un four il y a 5 ans, il n'est pas question que demain, ils mettent le four à la poubelle et puis qu'ils se disent ouais, je vais faire de l'électricité quoi. Donc voilà, ça se planifie, il faut aider, etc. Donc l'électrification à outrance, c'est pas si facile que ça. La production de chaleur bas carbone, vous allez voir, c'est pas facile non plus. Les scénarios de l'AIEA de 2022, vous voyez ici, hein, c'est tout carboné, et puis ils disent, en 2050, vous faites comme vous voulez, mais c'est tout vert. D'accord. Bon, l'hydrogène, tout ça, il y a plein de choses qui sont imaginées. Est-ce qu'on est à maturité des technologies ? Il y a plein de questions à se poser. Et enfin, la sobriété, je le garde pour la fin. La sobriété, ça, c'est jamais discuté.
dans le débat public. Jamais. On dit, il va falloir être sobre. Ouais. Mais de combien? Quand? Comment on fait? Ça, c'est un vrai débat de société. C'est pour ça que je dis changement de société, d'économie. Ça doit être débattu. Est-ce qu'on est tous d'accord pour demain ne plus avoir de voiture ou d'habiter avec nos voisins, hein, parce qu'il y a certains scénarios de certaines associations qui disent on va faire de la cohabitation, on va faire du covoiturage. Oui, on essaye déjà de faire du covoiturage, mais venez à Paris, ceux qui y habitent ou qui y vont, voilà, les métros bondés à 5 heures le soir, quand on a fait déjà une journée de travail, qu'on se retrouve comme ça, avec les aisselles de chacun. Alors moi, je suis petite, hein, donc je ne vous raconte pas. Hein, merci le télétravail depuis le Covid, des fois, hein, on se dit ça. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, sur la sobriété, des choses à faire, sûrement. D'ailleurs, dans le dernier scénario, hein, la mise à jour du scénario RTE à 2035, ils disent, par exemple, une température dans les locaux à 19 degrés, comme ça a été fait lors de l'hiver 2022 à cause de la corrosion sous contrainte, à cause du méchant nucléaire qui n'a pas donné de son énergie, c'était bien, il faut continuer. Bon, pourquoi pas, moi ça va, c'était déjà à 18. Mais tout le monde n'est pas capable de vivre à 18 degrés, donc vous voyez, tout ça c'est compliqué. C'est compliqué, et en tout cas, la sobriété fait partie de l'équation. À quel niveau? Je n'en sais rien, et c'est pas débattu. Voilà. Donc l'efficacité énergétique, je vous ai dit, il faut de l'argent. Eh bien, oui, c'est sûr, parce que quel que soit le pilier que vous regardez, l'innovation, la digitalisation, l'électrification, tout ça, ça coûte de l'argent. Il y a énormément, vous le voyez ici, les dépenses publiques en R&D sur l'énergie sont en train d'augmenter quand même, au niveau mondial, hein, je parle, hein, parce qu'en France, comme je vous le disais, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, au niveau mondial, on pense qu'effectivement, il y a des choses à faire. L'investissement sur l'efficacité énergétique, notamment sur les buildings, donc les immeubles, etc. Oui, on est en train d'essayer de faire des choses, mais ça coûtera de l'argent. Tout ça coûte de l'argent à chaque fois. Les productions, alors les batteries électriques, la production d'hydrogène, tout ça, c'est de l'argent. Et de la matière grise. On ne fera rien sans la matière grise. Donc, pour faire une transition énergétique bien réussie, vous voyez, il y a plein de choses à regarder. Ça ne va pas être facile, il va falloir le faire, mais il faut le faire avec une méthode. Et ce que j'ai l'impression, moi, depuis quelques années que je m'intéresse à tout ça, c'est que ça part un peu dans toutes les directions et qu'on n'a pas un pilote dans l'avion, quoi. Et c'est ça qui me fait le plus peur, parce que les bonnes âmes, les gens qui ont envie de se retrousser les manches, la jeunesse qui a envie que la planète dure, etc. Nous, en tant que parents, moi, tout ce que je fais aujourd'hui, ce n'est que pour mes enfants. Moi, ma vie, entre guillemets, elle est quasi terminée. Je veux dire, ça va, voilà. Mais en tout cas, mes enfants, je veux pas qu'ils vivent sur une planète aussi horrible de ce qu'on est en train de leur préparer. Donc, une transition bien réussie, il faut la faire. Et il faut avoir des gens qui ont des méthodes, qui sont bien formés et qui prennent le lead sur un certain nombre de points. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à tout ça. On ne peut pas déséquilibrer, à mon avis, un de ces points. C'est pas, je veux pas juste plus de gaz à effet de serre. C'est oui, mais d'accord, mais enfin si j'ai plus d'économie et que tout le monde est au chômage, je vois pas ce que j'aurais gagné, quoi. Hein. Donc la souveraineté énergétique. D'ailleurs, si vous regardez tous les sondages sur l'opinion publique au niveau mondial, au niveau français. Le premier chose, c'est pas les gaz à effet de serre, c'est pas les énergies carbone, hein, c'est bien le coût de l'énergie pas cher avant le problème de la durabilité. Et depuis la guerre en Ukraine, c'est la souveraineté énergétique. Donc le coût, la souveraineté énergétique, et ensuite vient le problème des gaz à effet de serre. Donc il y a besoin de prendre tout en main et de regarder toutes les directions de manière à avoir une équation avec les bonnes observables, avec les bonnes variables, pour avoir une solution qui soit entière et partagée par tous, en fait, et toutes. Et donc, l'énergie nucléaire, j'ai bien préparé le terrain.
L'énergie nucléaire, évidemment, à mon sens, répond à un certain nombre de critères dont on a besoin pour faire cette transition énergétique. Alors, on va regarder l'acceptabilité, mais avant ça, je voulais juste vous donner les avantages et les défauts, parce que, évidemment, rien n'est parfait dans la vie et il n'y a pas d'énergie parfaite. Donc, premièrement, on prend les avantages. J'aurais pu commencer par les défauts, mais enfin bon, voilà, je vais commencer par les avantages. Vous le savez, c'est bas carbone. C'est une énergie très concentrée. Ça vient de la physique nucléaire fondamentale. Hein, c'est l'interaction nucléaire forte. Il n'y a pas mieux. Elle est forte. C'est la plus forte des 4 interactions. On ne peut pas faire autrement que de dire que la densité énergétique de l'uranium est absolument colossale par rapport à toutes les autres. Les autres, c'est de la chimie. C'est moins important, c'est l'interaction électromagnétique. Donc, il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire là-dessus. C'est un fait scientifique. L'énergie nucléaire a une empreinte matériau faible. En fait, ça vient justement du point du dessus. C'est quand une densité énergétique est toute petite, du coup, ça vous fait moins de déchets, ça vous fait moins d'empreintes faibles matériaux, ça vous fait moins d'empreintes terrain, etc., etc. Donc, les avantages de l'énergie nucléaire sont assez clairs et sont tous des faits évidemment avérés scientifiquement parlant. Les inconvénients de l'énergie nucléaire, parce qu'il y en a, comme je vous le disais, il y en a 2 qui sont en fait dus aux peurs de l'opinion publique, mais c'est important de les écouter. Les peurs, on a tous nos peurs, et donc il faut écouter et aller dans ce sens-là. Les accidents nucléaires, les déchets radioactifs sont 2 problématiques qui ne sont pas réglés dans l'inconscient populaire. Et donc, il faut continuer à travailler sur ces choses-là. Mais par contre, il y a aussi des freins à l'utilisation d'énergie nucléaire qui sont intrinsèques à l'énergie nucléaire et sur lesquels il faut aussi essayer de travailler et de s'améliorer. Le premier, évidemment, c'est le coût d'investissement élevé de l'énergie nucléaire. Vous savez que c'est une industrie capitalistique. Ça coûte très très cher, puis alors surtout quand ça dure, quand les chantiers durent 10 ans de plus, ça coûte très 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 cher. Donc ça, il faut y faire attention et il faut, on était en réunion cet après-midi, moi je fais des formations pour mes ingénieurs avec des outils numériques où on essaye de conserver le coût et le planning pour éviter de déborder à 10 ans, voire 12 ans, et avec des millions d'euros en plus, ce n'est pas acceptable. Je ne vais pas me faire toujours des amis, mais c'est comme ça. Et donc d'ailleurs, vous allez construire en Normandie des nouvelles installations, il va falloir que ça tienne dans le planning, quoi. Alors évidemment, il faut faire des plannings qui soient atteignables et raisonnables. C'est pour ça qu'il faut avoir des experts ingénieurs, scientifiques, dans les équipes qui disent, qui évaluent les plannings et les coûts. Voilà. Bon. La perte de disponibilité pour arrêt par rechargement, c'est aussi intrinsèquement un problème du nucléaire. Ça veut dire qu'on ne fait plus d'électricité quand on doit recharger pour rechargement combustible. Donc ça, c'est une perte de disponibilité et donc d'argent, vous le savez. Une journée d'EDF, de non-production d'EDF, c'est 1 million d'euros. Et ça veut dire que c'est 1 million d'euros qu'on ne mettra pas dans d'autres projets. La mauvaise utilisation de l'uranium, ça c'est l'avenir, vous le savez, vous êtes ici à La Hague, où vous essayez depuis un certain nombre d'années de mettre de côté très scientifiquement, techniquement, etc., bien comme il faut, tout le plutonium qu'on pourrait utiliser un jour pour les fameux réacteurs du futur où l'utilisation de l'uranium sera de meilleure qualité, notamment en utilisant donc l'uranium-238. Ça, c'est les filières à réacteurs à neutrons rapides. On pourra en parler. C'est la conférence de l'année prochaine. On m'a demandé cette année de ne pas rentrer trop dans la technologie des réacteurs innovants, mais on peut en parler parce qu'évidemment, je connais des choses, quoi. Les contraintes d'exploitation résultant de l'enceinte de confinement, ça aussi c'est un problème du nucléaire. Vous n'avez pas la même chose avec des panneaux solaires, évidemment. Et donc ça veut dire que les travailleurs doivent être responsables, doivent être suivis correctement. Et on ne fait pas la même chose, on ne travaille pas 2 semaines d'affilée dans une zone radioactive, on est suivi médicalement, etc. Tout ça, ça a un coût, c'est du temps et de l'argent. Il faut le savoir quand on se lance dans l'énergie nucléaire. Et enfin,
La puissance résiduelle à évacuer, ça c'est aussi un souci, mais ça, bon, c'est intrinsèque. Quand on fait de la fission, il y a des produits de fission qui sont radioactifs, donc il y a ce qu'on appelle de la puissance résiduelle ensuite, qu'il faut évacuer en tout temps, à chaque minute, à chaque seconde, le samedi, le dimanche, même si on a un apéro en ville. Et donc ça, c'est un vrai souci intrinsèque à la filière nucléaire, qui est la seule énergie qui répond à ce souci, et évidemment, c'est la fusion. Il n'y en a pas d'autre. Mais bon, comme vous le savez, la fusion, c'est pas avant 2100. Donc, en attendant, il va falloir avoir quelques défauts à utiliser la fission. Donc, l'enjeu fondamental, comme je vous le disais, c'est l'acceptabilité de l'énergie nucléaire. Et là, vous avez trois grands je dirais partenaires, grands acteurs de cette acceptabilité, c'est évidemment l'industrie, les pouvoirs publics et l'opinion publique. L'opinion publique, elle croit ce qu'on lui dit, quoi. Donc, faire de l'information de bonne qualité, c'est important, et ça, c'est la responsabilité, à mon sens, des pouvoirs publics. Encore une fois, ils sont responsables du système éducatif, de l'information du public, et c'est à eux que revient de former et d'informer correctement la population. L'industrie, évidemment, elle n'est pas en reste. Il faut évidemment qu'elle soit responsable et qu'elle ne fasse pas n'importe quoi. Donc j'ai marqué soigner son image, mais c'est pas je me trimballe à la Kim Kardashian avec des grosses boucles d'oreilles, quoi. C'est vraiment soigner son image. Ça veut dire je suis un acteur industriel responsable qui fait de la qualité, quel qu'en soit le prix. Après, on pourra revenir sur plein de choses. Et puis l'opinion publique, arrêtons d'être sur nos téléphones à longueur de journée sur TikTok. Alors nous, ça va parce qu'on est anciens, on a encore un peu d'esprit critique. Les enfants, moi j'en ai 3 à la maison, c'est catastrophique, quoi. Donc tant que l'école leur apportera pas à manger intellectuellement, mais des choses intéressantes à manger, je ne sais pas si dans la salle vous avez des enfants au collège, au lycée, je peux vous dire que je m'arrache les cheveux tous les jours avec les programmes de l'éducation nationale, en sciences et en maths. C'est une véritable catastrophe. J'espère que la ministre ne m'écoute pas, mais là, il va falloir que ça change. On ne peut pas continuer à abreuver nos enfants de bêtises à longueur de temps et de choses qui sont absolument tous focalisées sur la finance. Les maths, maintenant, c'est pour la finance. On ne se rend pas compte que les maths, c'est le nerf de la guerre, qu'il faut savoir faire des maths pour tout comprendre, que c'est notre vocabulaire des sciences. Et ça, ce n'est pas mis en avant du tout dans les programmes. Voilà, on fait des sciences, de la finance, quoi. Maths, je vous invite à aller regarder le programme de maths experte en terminale. C'est waouh, sympathique. Après, 1 heure de physique au collège, en 6e et 5e, voilà. Il n'y a pas photo. Donc, la pauvre opinion publique, moi, il y a des moments, je leur dis, effectivement, waouh, dur. Bon. Et je ne parle pas des autres matières dont je ne suis pas experte, mais que j'imagine, vu mon expertise sur les sciences et les maths, je me dis que les autres, je ne vois pas pourquoi ce serait mieux. Quoique, peut-être, vous savez, la plupart des politiques sont des énarques, donc ils ont fait Sciences Po, ils n'aimaient pas les maths. Alors peut-être qu'ils ont fait des programmes de bonne qualité en histoire, en français, je ne sais pas. Bon, je vous laisse juger chacun. Donc le renouveau de la filière nucléaire, évidemment, comme d'habitude, vous avez toujours les mêmes 3 acteurs. La filière nucléaire, comme je vous le disais, il faut qu'elle soit une filière industrielle de qualité, il faut être transparent et je le mets en plus qu'il faut respecter ses salariés dans toute leur diversité. Et ça, c'est on pourra en parler après si vous le voulez. Les salariés, justement, ce que j'appelle les talents, il va falloir évidemment avoir envie de se former. Par exemple, moi, je viens du CNAM, donc notre ADN, c'est de former tout au long de la vie. Quand je suis arrivée au CNAM il y a 25 ans, il y avait tous les salariés, j'avais des classes remplies de salariés CEA qui prenaient le quart CEA à 16h et qui arrivait à 18h pile poil en cours. Aujourd'hui, 0. Plus personne n'a envie de venir se former. On a de moins en moins de monde.
en cours du soir. Hein. Je ne parle pas de l'apprentissage des jeunes, ça, ils sont obligés d'aller se former, de toute façon, c'est une obligation, donc voilà, ils y vont. Mais les anciens, hein, nous, qui aujourd'hui va suivre une unité d'enseignement au CNAM, nous avons un catalogue avec des dizaines et des centaines d'unités de valeur dans tous les domaines en e-learning. La chute totale des inscriptions, mon directeur est là, de Normandie, il pourra vous le dire. Donc il y a un vrai problème quand même de se dire qu'un jour, qu'une vie sans formation, bah, c'est pas une vie intéressante. Et ça c'est important de l'avoir dès tout petit en fait. Voilà. Et puis les pouvoirs publics, voilà, une vision long terme, bon bah ça... vous l'entendez partout de tous les experts nucléaires. Évidemment, le nucléaire, c'est quelque chose, on va le voir après, 100 ans de durée de vie pour une industrie, pour une installation. Évidemment qu'il faut avoir une vision long terme. Évidemment qu'il faut faire une planification sérieuse et cartésienne, etc., etc. Et réorganisation en profondeur du système éducatif. On ne fera pas le renouveau du nucléaire, je suis assez catégorique là-dessus, s'il n'y a pas une refonte totale des programmes du système éducatif. Parce que, en plus de tout cela, il n'y a pas que la filière nucléaire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde numérique avec ce qu'on appelle la technologisation, j'ai du mal à le dire, donc je fais mes technologisation de la vie quotidienne qui est absolument pharaonique, et donc les gens, ils sont complètement perdus, quoi. Et savoir si c'est bien, si c'est mal, danger, bienfait, intéressant, tout ça, c'est devenu extrêmement compliqué pour le commun des mortels, mais même nous, hein, dans nos expertises, on a un avis. Les expertises, par exemple, en médecine, qu'est-ce que c'est bien de faire, etc., c'est aller trop loin maintenant. Donc on a besoin la responsabilité des leaders d'opinion est absolument capitale. Ça veut dire qu'ils doivent avoir une honnêteté intellectuelle que certains n'ont pas. Et puis, il y a des leaders d'opinion qui se disent compétents, puis qu'en fait, qui ne le sont pas du tout. Et donc ça, transparence, honnêteté intellectuelle, indépendance, et ne pas mélanger les faits scientifiques et les opinions personnelles, ou alors les ratés des carrières chez certaines personnes qui vont aller contre certaines technologies parce qu'ils n'ont pas eu la carrière qu'ils voulaient dans leur passé, ça, c'est pas possible. Voilà, certains d'entre vous doivent savoir de qui je parle. Alors, évidemment, quand on est scientifique, le doute, ça fait partie de notre vie. Hein, le doute scientifique, c'est comme ça qu'on avance. Mais on l'organise dans une démarche scientifique et aujourd'hui, l'opinion publique doute et il y a une suspicion partout pour tout, mais pas de méthode, on remet tout en question. Bientôt, on va remettre en question Newton, quoi. Enfin voilà, on n'est pas loin hein, dans certains voilà. Bon, bref. Donc, encore une fois. L'important, c'est de remettre la formation au cœur de la société et la démarche scientifique. Moi, je suis pour que dès la maternelle, les enfants soient formés à la démarche scientifique. C'est très facile avec des simples cubes ou des Legos ou des Kapla. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec des choses complètement simples sur lesquelles il faut former les profs. Les profs, c'est le centre d'une société et aujourd'hui, ils sont pas formés, ils attendent. Ils ont une envie incroyable. La transmission, vous savez, c'est dans nos gènes chez les enseignants. Et il suffit de leur donner des méthodes pour que ça passe plus. Et j'en suis même à me dire que finalement, on devrait utiliser la mécanique quantique et l'enseigner depuis le collège. Parce que la mécanique quantique, ne regardons pas les outils mathématiques de la mécanique quantique, mais les concepts. Le concept principal de la mécanique quantique, c'est la probabilité. C'est que tout est probabilité. Si vous commencez comme ça dans votre vie en vous disant « bah ouais, le matin je me lève, j'ai
10% de me taper la tête parce que j'ai pas regardé, parce que je suis encore dans mon sommeil. J'ai 20% de traverser une route et de me prendre une voiture dans... Hein. Bon bref, la probabilité fait partie intégrante de la vie. Et ça, c'est la mécanique quantique qui peut quelque part nous l'enseigner. Et là, je vous donne quelque chose qui, bon, on va aller vite là-dessus, mais la confusion entre danger et risque, c'est assez incroyable dans l'opinion publique, quoi. On est bien d'accord que c'est complètement différent et il faut comprendre qu'il n'y a que de la probabilité dans nos vies. Rencontrer la femme de notre vie, l'homme de notre vie, il y en a, ils ne l'ont pas rencontré, quoi. Et ça s'appelle des probabilités. Donc la vie est probabilité et ça nous permet d'arriver sur la fameuse sûreté nucléaire dont certains et certaines peut-être sont beaucoup plus experts que moi, mais en tout cas c'est comme ça qu'on a raisonné pour construire la défense en profondeur en France et aux États-Unis et aujourd'hui à travers le monde. Et c'est quelque chose qui dépend des probabilités et donc évidemment la probabilité que l'accident survienne existe, mais ce qu'on fait, c'est qu'avec l'énergie nucléaire, dans l'industrialisation de l'énergie nucléaire, on va essayer à ce que cette probabilité soit la plus petite possible. Surtout que, si tout le monde pensait probabilité, eh bien, on aurait des débats publics qui seraient un peu plus intelligents, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir un avis sur les choix énergétiques, sur la politique, etc. Mais avant cela, ce qui est important, c'est de se former. Si on ne se forme pas, on ne peut pas avoir un avis éclairé et commencer à partir dans le débat public. Voilà, donc je vais terminer par ce que va permettre l'énergie nucléaire. Vous avez plusieurs typologies de réacteurs nucléaires qui vont répondre à deux usages extrêmement importants qui sont l'électricité et la chaleur, qui sont aujourd'hui les deux grandes familles d'usages sur lesquelles il faut actionner notre décarbonation, notre défossilisation, comme certains experts le disent. La chaleur, c'est pas si facile que ça, hein, comme on en a déjà parlé. Et il va falloir faire attention, tous les réacteurs ne peuvent pas répondre à toutes les chaleurs qui sont en général classées en trois grandes thématiques, la chaleur basse température, la chaleur moyenne température et la chaleur haute température que l'on verra tout à l'heure. On m'a dit, j'ai rajouté ça hier soir très tard parce qu'on m'a dit ouais quand même reviens quand même sur ce que c'est qu'un réacteur nucléaire, on ne sait jamais. Je vais vite, c'est vraiment c'est une cocotte minute quoi, un réacteur nucléaire. Vous le savez, j'imagine tous. Voilà, on va produire de la chaleur qui, grâce aux réactions de fission nucléaire, je vous l'ai mis ici sur le côté. Vous avez deux noyaux qui permettent de faire des fissions, qui sont l'uranium-235 et le plutonium-239, qui aujourd'hui sont utilisés dans tous les cœurs de réacteurs à eau pressurisée que nous avons en France. Chaque filière de réacteur est définie par ce qu'on appelle un triptyque, combustible, modérateur, caloporteur. Vous verrez que dans certains concepts du futur, il n'y a plus de modérateur. Mais en tout cas, dans nos réacteurs à nous, le combustible, c'est de l'oxyde d'uranium enrichi, le modérateur, c'est de l'eau, et le caloporteur, c'est également de l'eau ordinaire. C'est aujourd'hui, les réacteurs à eau sur la surface du globe, c'est 95% de l'ensemble des réacteurs de la planète, entre les eaux pressurisées, les eaux lourdes, tous les eaux bouillantes, etc. C'est à peu près les 95%, vous avez gagné. La vue d'ensemble de la centrale, je vais vite là-dessus. Simplement, ça c'est souvent intéressant pour les jeunes, notamment pour leur expliquer cette immense, c'est 1 km² d'espace, une centrale nucléaire au niveau hectare, donc c'est assez important. Des hauteurs de bâtiments réacteurs autour de 80 mètres, juste, c'est mon côté parisien, 74 mètres
l'Arc de Triomphe. Donc vous voyez, vous êtes autour de l'Arc de Triomphe sur le bâtiment réacteur, un peu plus haut sur la tour aéro-réfrigérante. Mais vous, ici en Normandie, vous n'en avez pas. Vous avez la mer qui, grâce à sa grande diffusion des champs de température, permet de ne pas avoir besoin des aéro-réfrigérants. Voilà, le réacteur à eau pressurisée, comme vous le savez, c'est des pressions de 155 bars pour garder cette eau liquide. Et c'est quand même ça un des problèmes fondamentaux au niveau des problématiques d'accident. Cette haute pression, cette grande pression au niveau de la cuve, c'est quand même difficile à tenir, mais c'est fait correctement dans les réacteurs, enfin en tout cas c'est maîtrisé dans les réacteurs à eau pressurisée. Voilà, le dernier petit point que je voulais regarder, c'est quels sont les défis, quelles technologies. Les technologies, vous avez compris, je ne vais pas vous en parler, je vais vous faire juste la conclusion, mais en tout cas c'est pour vous montrer qu'en fait, grâce à un système scientifico-économique, industriel, etc., voulu par un pouvoir politique fort dans les années 70, donc le général de Gaulle et tout son gouvernement, nous avons un système industrialo-économique absolument incroyable qui nous a permis d'avoir cette courbe comme ça vers le futur, en commençant par des premiers réacteurs, des prototypes, les réacteurs actuels, essayer d'aller vers une optimisation, c'est-à-dire toujours de l'amélioration continue, et enfin les réacteurs du futur pour répondre, pour adresser les problématiques que les choix politiques, les choix industriels des années 70 n'avaient pas adressées, qui sont notamment les matières premières, donc déchets et matières premières. Donc vous voyez ici, après la fin, c'est ITER, je vous l'ai mis tout en bas. Les générations 4 aujourd'hui, il y a quelques années, c'était des gros réacteurs. Aujourd'hui, on est revenu sur des petits réacteurs, on verra. Mais en tout cas, l'économie mondiale étant ce qu'elle est, il est clair que des réacteurs à 10 milliards d'euros, c'est compliqué pour un certain nombre de pays. Et même pour nous, d'ailleurs, vous le savez, le programme des EPR2, 52 milliards, voire peut-être plus, sûrement, ça va être réévalué un peu à la hausse. Bon, c'est quand même pas facile à financer. Donc, on est revenu sur des petits réacteurs pour peut-être après aller vers des gros. Mais en tout cas, aujourd'hui, le panorama, je dirais, est comme ça. L'industrie nucléaire, vous le savez, c'est à peu près 100 ans, avec des 100 ans et 100 métiers techniques à peu près. En gros, c'est les ordres de grandeur, avec des hautes valeurs ajoutées. Quand je vous disais tout à l'heure, le choix de l'énergie nucléaire, c'est aussi d'avoir une économie pertinente au niveau économique, car évidemment, les métiers du nucléaire sont des métiers scientifiques et techniques de haute technologie. Beaucoup de compétences dans beaucoup de champs disciplinaires. Vous le savez ici, vous avez des chimistes, vous avez des physiciens, vous avez des physiciens des matériaux, etc. etc. Les chiffres clés, je vais peut-être aller très vite. Vous le savez, on est la filière numéro 3 en France. Nous avons à peu près un CA, un chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros, 220 000 emplois, beaucoup de PME, donc un tissu industriel intéressant aussi, proche des territoires, inclus dans les territoires de manière très forte. Et ça, c'est important pour que l'ensemble de la richesse soit justement complètement diversifié sur l'ensemble du territoire français. Une autorité de sûreté qui est extrêmement exigeante et qui est réputée évidemment dans le monde entier. Donc tout ça, c'est quelque chose d'important. C'est un système industriel qu'il est absolument important de conserver et d'améliorer. Donc les acteurs, vous les voyez ici, vous voyez que c'était une organisation entre les services ministériels qui ont organisé la recherche, l'expertise, les industriels qui ont chacun pris leur part du gâteau entre guillemets sur les compétences, architectes, combustibles, etc., gros composants. Et puis les agences, les organes internationaux qui permettent que tout ça fonctionne. Et je dirais qu'on est une des seules filières industrielles qui est aussi bien organisée autour de ces 4 piliers, ces 4 acteurs.
Le changement de paradigme aujourd'hui, hein, c'est bien, vous voyez, c'est des sommes colossales, évidemment. C'est l'entrée, je dirais, du monde économique dans un système nationalisé depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, la plupart d'entre vous doivent se dire « Oh là là, mais j'y comprends plus rien, ces startups, propriété intellectuelle, enfin bon, plein de choses comme ça ». C'est un peu le fouillis aujourd'hui, mais je pense que ça va se réguler. En tout cas, l'intérêt d'avoir permis aux startups de rentrer dans la filière industrielle nucléaire, c'est que ça a réveillé les gens. Ça a réveillé les industriels qui avaient le monopole. Et ça, on ne reviendra pas en arrière. Moi, dans mes jeunes, hein, dans mes formations d'ingénieurs, les yeux pétillent. Quand vous parlez des startups, les yeux pétillent chez les jeunes. Et ça, rien que ça, pour donner des projets de futur à la jeunesse d'aujourd'hui, qui se lance dans le nucléaire, c'était fondamental. Donc le changement de paradigme, c'est ça pour moi, c'est le fait d'avoir les startups qui aujourd'hui mènent la danse, quoi. Les projets du cycle, c'était avant les annonces du ministre d'hier, donc il manque la rénovation. Mais bon, vous voyez déjà quand même, toujours, quand on parle nucléaire, on parle en milliards d'euros. Hein, je veux dire, c'est quand même extrêmement important. Donc vous avez sur le cycle, entre Cigéo, entre Tricastin, entre Melox, entre la Hague, des énormes enjeux de jouvence et de construction de nouvelles usines qui vont être extrêmement importantes dans les 50 ans qui arrivent. Voilà, donc le futur de la filière nucléaire, c'est énorme. Je vous ai mis également les programmes militaires, hein, parce que les compétences, on les partage, hein, bien sûr, entre le civil et le militaire. Donc les ingénieurs sont formés par les mêmes écoles. Ils font même souvent des allers-retours entre les deux tissus industriels. Donc il est important de regarder les enjeux et les besoins en compétences sur l'ensemble de la filière civile et militaire. Des défis en matière d'ingénierie évidemment énormes, hein, ça vous le savez. La maîtrise industrielle, point fondamental, incontournable, sur lequel là il y a encore du travail à faire. Les métiers en tension, vous avez sûrement entendu parler du rapport Match qui est sorti l'année dernière par le GIFEN. 20 métiers en tension aujourd'hui. Cette étude va être remise au goût du jour chaque année par rapport à ces résultats précédents. Voilà, donc il y a énormément. Donc là, c'est appel aux organismes de formation. Il faut former en priorité dans ces 20 métiers-là. Et en tout cas, les besoins en recrutement, c'est ce que vous avez sûrement entendu, hein, c'est 100 000 recrutements sur les 10 ans. C'est énorme. Le gros souci sera sûrement les techniciens qui sont le parent pauvre, on va dire, de la formation. Ils ne sont pas complètement ouvriers parce qu'évidemment, ils ont quand même un bac plus 2, voire un bac plus 3, mais ils ne sont pas ingénieurs. Donc voilà, donc les jeunes d'aujourd'hui veulent gagner de l'argent. Hein, y a rien à faire. Donc les métiers de l'ingénierie sont évidemment ceux qui tentent le plus de jeunes. Réacteurs du futur, 4 réponses que les réacteurs nucléaires du futur vont adresser, remplacer évidemment les énergies fossiles, vous le savez. Pour cela, il va falloir les construire en grand nombre. Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur le coût des réacteurs. Et si le nucléaire doit se développer, les instances internationales disent 3 fois ce qu'on a aujourd'hui au niveau mondial, eh bien évidemment, les matières premières, il faudra y faire attention et une économie de combustible sera évidemment absolument nécessaire. L'acceptabilité par les populations, comme je vous le disais, ça veut dire qu'il faudra, pour les réacteurs du futur, il faut toujours essayer de réduire au maximum les déchets. Évidemment, vous le savez tous, ici et toutes, il y a toujours, quelle que soit l'activité humaine, des déchets produits, mais en tout cas, essayer de réduire ces déchets, c'est la moindre des choses. Être toujours sûr, évidemment, et puis l'idée de la non-prolifération, on pourra en parler,
Bon, c'est encore une autre obligation, je dirais, que les réacteurs du futur ont en plus de toutes les autres. Et enfin, la flexibilité, le pilotage des réacteurs du futur, ça c'est aussi une problématique assez importante. Il y a plein de débats en ce moment sur est-ce qu'on fait du suivi de charge, est-ce que ça abîme les réacteurs, est-ce que par hasard le vieillissement des réacteurs au-delà de 60 ans pourrait être impacté par un suivi de charge, etc., etc. Bon, on peut en parler. Moi, je pense que quand même, le vieillissement, c'est comme une voiture. Pour moi, je dirais le b.a.-ba, c'est une voiture, la manière dont vous la conduisez abîme certains composants plus vite que d'autres, suivant les conduites. Je pense quand même que le suivi de charge est quelque chose qui n'est pas si facile que ça à assumer pour les réacteurs nucléaires. Et en tout cas, pour ceux qui ont été conçus dans les années 70, il est clair que le suivi de charge n'était pas donné dans les exigences de construction et de design. Voilà. Donc, il va falloir s'intégrer dans un mix électrique avec beaucoup d'ENRI. Et donc, les réacteurs du futur doivent être pilotables dès le design. Voilà, je finis sur les évolutions. Plein de choses nouvelles qui sont sur le devant de la scène dans l'actualité en France, dans le monde. Au niveau monde, c'est près de 80 projets de SMR et de AMR qui sont proposés par l'ensemble des pays. C'est énorme. Évidemment, tout le monde n'arrivera pas à la fin, mais en tout cas, ça donne une espèce de vitalité de l'ensemble de l'industrie nucléaire. La sûreté et donc de la responsabilité, les deux choses sont complètement, totalement corrélées. Suivant les 4 axes que je vous ai mis ici, eh bien, votre sûreté est plus ou moins assurée. La responsabilité des industriels l'est également. Et vous voyez tous les points autour qui sont corrélés de loin ou de proche, de loin ou de près, pardon, de près ou de loin, ça sera mieux, avec la sûreté, la responsabilité et la qualité de l'industrie. Voilà ma conclusion. L'énergie nucléaire est évidemment incontournable. Elle devra toujours être aussi sûre qu'aujourd'hui, voire mieux si on y arrive, et elle sera évidemment durable. Et il doit y avoir absolument un changement de paradigme dans les politiques publiques, surtout celle de l'éducation, pour réussir le renouveau du nucléaire comme il est souhaité aujourd'hui en France. Je vous remercie pour votre attention et je suis disposée pour les questions.